Alors, aujourd'hui, pas forcément beaucoup de mathématiques, mais une des lois fondamentales réellement de la physique. C'est pas la directive première, hein, vous la verrez dans pas forcément très très longtemps, mais on est quand même sur une des lois, mais vraiment fondamentales en physique, une des plus importantes, celle qui régit beaucoup de choses de notre quotidien, même si pour 99,9% des gens, ils s'en tapent. Mais en attendant, cette loi a permis, mine de rien, l'essor d'un grand nombre de technologies. Donc, même si 99,9% même dans vous s'en tapent hein, de cette loi, voilà. Attention, on tape quand même sur une des plus belles réalisations de l'intelligence humaine. Alors, déjà pour commencer dans votre cahier, grand 3, le principe d'inertie. Vous m'écrivez dans le cahier, hein, voir grand 1, le principe d'inertie, de votre manuel, page 238. Donc ce grand 1 a un cours tout ça là, et un tout petit machin là, le corriger en fait de l'application qui est en bas. Le grand 2, on le verra dans une prochaine vidéo. Ok, c'est parti. Alors on va parler curling. Maxime, c'est pour toi. Bon, vous avez peut-être vu un match de curling, je sais pas. Bon, c'est pas, c'est bon. Moi j'aime bien mes questions de goût. Ça doit être un sport pour physiciens. Vous avez remarqué avec quelle force hein, ils peuvent balayer là pour faire avancer la masse. Donc le but de la vidéo va être un peu de comprendre finalement tout ce qui joue là dans ce sport. Alors, d'abord, avant même de parler du principe d'inertie, je vous le rappelle, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire vraiment l'erreur. Hein. À chaque fois que vous allez étudier un système, vous devez absolument dire quel système vous étudiez. Ça a l'air idiot comme ça, mais au bac, si ça n'y est pas, c'est zéro. Enfin, on va vous saquer là-dessus si vous ne mettez pas un peu, ne serait-ce... C'est une phrase, c'est rien, nous allons étudier le mouvement de la balle, voilà. Au moins vous dites que vous étudiez la balle. C'est bête, mais si vous le mettez pas, vous prenez un tollé, c'est catastrophique. Ça, c'est pour être extrêmement précis. Vous allez vite voir que maintenant en physique, il faut juste être précis. On vous en demande pas plus finalement. Et ensuite, le référentiel de l'étude, pour rappel, hein, le référentiel, c'est par rapport à quoi vous allez décrire le mouvement de votre système. Donc là, pour reprendre la phrase d'avant, hein, nous allons étudier le mouvement de la balle dans le référentiel terrestre. En gros, ça veut dire que vous êtes assis là et vous regardez le mouvement de la balle là, sur Terre. Si vous vouliez le voir étudier le mouvement de la balle par rapport au Soleil, vous diriez nous étudions le mouvement de la balle par rapport au Soleil. On dit aussi par rapport au référentiel héliocentrique. Bon, peu importe, mais ça maintenant, c'est les deux choses que vous êtes obligés de dire. Et donc, eh bien, c'est quoi ce principe d'inertie? Il est plutôt simple. Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, ce système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Je vous rappelle, mouvement rectiligne uniforme, rectiligne, ligne droite, uniforme, sa vitesse ne change pas. À cela, on rajoute, parce que c'est un cas particulier, hein, quand on dit si les forces qui s'exercent se compensent, ou alors s'il n'y en a pas. S'il y a zéro force qui s'applique sur l'objet, hein, soit l'objet ne bouge pas, bah oui, on lui applique aucune force, soit s'il bougeait déjà d'avant, eh ben, sa vitesse ne change pas en fait. Ok, ça c'est fondamental, véritablement. Et la réciproque est vraie. Si vous êtes en train d'étudier un système et qu'il est immobile, ou alors qu'il est, il est en train de se déplacer en ligne droite, rectiligne, et que sa vitesse est constante, uniforme, eh bien cela signifie que les forces qui s'exercent en ce moment même sur lui se compensent. Ou alors qu'il ne subit aucune force. Ok? Newton, badass quand même. Hein. Le jour où je veux dire, il s'est hissé au rang des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité en découvrant, entre autres, hein, les scientifiques verront plus tard ce qu'il a découvert d'autres, vous allez voir. Mais c'est fondamental. Vraiment, c'est fondamental. On va prendre un exemple. Le air hockey, pour ceux qui sont déjà allés soit dans une... Ah, j'ai une salle d'arcade, ça n'existe plus. Soit, il doit en avoir sur le Fête Foraine, soit dans les cinémas. Je sais que le grand écran de Limoges en a. Hein. Le air hockey, vous savez, c'est ces tables qui envoient un petit peu d'air en dessous, là. Eh bien, elles exploitent ce principe. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'air, vous pouvez taper comme vous le voulez sur votre palais. Hein. Le palais, il va glisser un peu et ça va tellement frotter qu'il va s'arrêter tout de suite. Donc super, ça sert à rien. En faisant en sorte de mettre de l'air en dessous, en fait, vous faites en sorte
qu'il y ait deux forces qui s'appliquent sur ce palais et qui se compensent. Son poids, vers le bas, et l'air qui est éjecté au niveau de la table, hein, vers le haut. À partir de ce moment-là, ces forces vont se compenser. Donc soit vous le posez, vous faites rien, et donc effectivement il va être immobile, il ne va pas bouger. Soit si vous le tapez un coup sec, hein, il va se mettre à bouger. Et il ne va techniquement jamais s'arrêter. Il ne va même pas ralentir, il va continuer toujours exactement à la même vitesse. Alors il s'avère que bon, les tables, surtout dans les cinémas et tout, c'est pas des tables qui sont super parfaites et tout. Donc si vous regardez bien, en fait, il freine un peu. Mais c'est parce que l'air qui est balancé est pas parfaite, quoi. Mais des fois, pour les championnats, ils ont des tables qui sont réellement très efficaces. Ils ne freinent pas. Ils ne s'arrêtent pas, ce palais. Et voilà, il va freiner un petit peu au fur et à mesure qu'il va taper les bords, hein, puisqu'il perd à chaque fois un peu d'énergie au moment où il entre en collision avec quelque chose. Mais vous avez là une application parfaite du principe d'inertie. L'autre exemple, c'est la vidéo qui est en ce moment en train de passer sur le côté, c'est le curling justement. À quoi ça sert tous ces balayeurs là qui balayent devant la masse? Eh bien c'est simple, quand ils ne balayent pas, les forces qui s'appliquent sur la boule, là, enfin sur la masse, ne se compensent pas. Vous avez le poids de la masse. Hein. Vous avez la réaction, ce qu'on appelle la réaction du support, hein, donc la glace qui retient la masse qui l'empêche de tomber. Hein. Et vous avez ce qu'on appelle une force de frottement. Cette force de frottement orientée vers l'arrière hein, ralentit l'objet hein, petit à petit. Et donc, le but, si on ne veut pas qu'il s'arrête, hein, cet objet, c'est de supprimer cette force de frottement. Et bien, dans le cas du curling, le meilleur moyen de la supprimer, c'est de faire en sorte qu'il y ait une petite couche de glace qui fonde, que vous ayez un tout petit plan d'eau à la surface de la glace. Et pour ça, c'est simple, hein, vous amenez de la chaleur. Et pour amener de la chaleur, vous balayez. C'est ce que font en ce moment même les sportifs juste devant la masse. Hein. Ils balayent suffisamment fort pour qu'une petite couche de glace fonde, supprime cette force de frottement. Il ne la supprime pas à 100%, donc ce palais, il ne va pas continuer sur 15 bornes. Hein. Mais techniquement, s'il balaye non-stop, il peut aller très très loin. C'est d'ailleurs pour ça, si vous regardez au début, hein, celui qui va lancer ne la lance pas fort. Il n'y a pas besoin de mettre toute sa force là-dedans. Ceux qui sont derrière vont balayer, vont supprimer le frottement. Donc en fait, ce palais, il va jamais, cette boule-là, cette masse, elle va jamais s'arrêter. Voilà. Ok pour ça? Et donc, si à un moment ils veulent qu'elle s'arrête, hein, s'ils se rendent compte qu'il va trop vite, qu'il va dépasser le centre de la cible, qu'il va taper trop fort une autre masse, eh ben ils arrêtent de balayer. Dans ce cas-là, la force de frottement va se mettre va réapparaître et le palais, la masse, décidément je vais y arriver, va se remettre à freiner. C'est pas beau. Ok? Parlons contraposé. J'espère qu'en mathématiques, on vous l'a peut-être déjà dit, hein, on vous a peut-être parlé d'un théorème et de sa contraposée. Eh bien là, on va parler de la contraposée du principe d'inertie. Eh bien, c'est un peu la négation hein, du principe. Si un système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. C'est ce que je vous disais pour le curling. Hein. Si la masse ralentit, c'est que les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. La réciproque est vraie. Si les forces qui s'exercent sur un objet ne se compensent pas, alors le système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. Et bam. Ok? C'est un grand principe, vous allez voir, en fait, vous allez vous en servir pour prouver qu'une force s'exerce sur un objet, ou qu'en tout cas ces forces ne s'exercent pas. Vous allez également vous en servir, comme font beaucoup de scientifiques, pour déterminer la valeur de force qu'on n'arrive pas forcément à modéliser. Mais comme cette force se compense avec une autre qu'on connaît, bien du coup forcément on en déduit les propriétés de cette force inconnue. C'est un théorème qui est extrêmement puissant. Et donc, je vous mets là l'application qui est dans votre manuel, hein, vous pouvez la regarder en même temps, même si elle est là sur l'écran. Hein. On étudie la chute d'une graine de pissenlit. Voilà, bon, si j'avais été là, on aurait fait une séance en classe où on aurait étudié la chute d'une goutte d'eau dans la glycérine ou d'huile dans la glycérine, je sais plus, il y a plusieurs façons de faire, j'hésitais encore. On étudie la chute d'un objet. L'étude montre que son mouvement est vertical et à vitesse constante. Quelles informations peut-on en déduire sur les forces exercées que l'air exerce sur la graine? Alors, on vous dit le mouvement est vertical, comprendre, c'est une ligne droite. Et est à vitesse constante. Vous avez donc là les deux conditions qui sont remplies, donc cela veut dire que vous pouvez appliquer le principe d'inertie. Le mouvement est rectiligne uniforme, donc les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Quelles sont ces forces? Eh bien, c'est son poids hein, qui l'attire vers le centre de la Terre et la réaction de l'air. Si elle se compense, ça veut dire que la somme
D2, alors vectoriellement parlant, est égal à 0. En gros, si c'est pas encore très clair ces histoires de vecteurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo avant celle-là sur les vecteurs, hein. En gros, si vous mesurez la force exercée par la Terre sur la graine et la force exercée par l'air, eh bien la valeur est identique, hein. La Terre euh, attire autant la graine vers son centre que l'air ne pousse la graine vers le haut. Ces forces se compensent. Étant donné qu'on sait calculer maintenant le poids, hein, CP égale mg, bon, bah, si on connaissait la masse de la graine, on pourrait en déterminer la valeur du poids, et donc on pourrait en déterminer la valeur de la force exercée par l'air sur la graine. Ok ? Et enfin, la dernière question, si cette graine chutait dans un milieu sans air, que pourrait-on déduire sur les caractéristiques de son mouvement? Là, en gros, ce qu'ils vous sous-entendent, c'est qu'il n'y a plus d'air, donc la force exercée par l'air disparaît, il n'y a plus que le poids. Les forces ne se compensent plus. Contraposé du principe d'inertie. Les forces ne se compensent plus, donc soit l'objet n'est pas immobile, en tout cas, il n'est ni immobile, ni rectiligne uniforme. Et dans les faits, effectivement, hein, si on observe, et c'est un peu le cas des objets lourds qui tombent au quotidien, si on mesure la vitesse de chute d'un objet, on va se rendre compte que cet objet accélère pendant sa chute. Il est plutôt lent au début de la chute et il va de plus en plus vite. Sa vitesse n'est pas constante. Effectivement, les forces ne se compensent pas. Est-ce que c'est clair ça? Eh bien finalement c'est que ça entre guillemets, hein, le principe d'inertie, c'est tout bête, c'est tout simple, mais bah, il va falloir le connaître, hein, ce principe, parce que il va être souvent le point de départ d'un exercice, un peu comme lui là, on va vous décrire un système, on va vous parler vite fait, soit on vous dit que ses forces se compensent et on vous demande d'en déduire son mouvement, soit on va vous décrire son mouvement et on va vous demander d'en déduire des propriétés sur les forces qui sont appliquées sur lui. Alors, j'aimerais finir sur une chose. C'est une expérience qui est fascinante, à plus d'un titre, hein, je vais vous montrer la vidéo juste après, qui est une conséquence de ce principe d'inertie, hein. Alors, malgré tous les moyens qu'on a aujourd'hui, hein, il y a une expérience qui a été imaginée il y a longtemps par Galilée, qui venait de se faire bien sécher comme il faut par l'Église, parce que il n'y avait pas de cerveau dans l'Église catholique à ce moment-là. Et donc, il était assigné à résidence, et c'est là qu'il a imaginé un début de principe d'inertie. Et il a imaginé que si on enlevait un peu l'influence de l'air, hein, s'il n'y avait que le poids, un marteau tomberait aussi vite qu'une plume. Expérience absolument irréalisable sur Terre puisqu'il y a de l'air partout, hein, donc effectivement vous savez, hein, si vous prenez un marteau et une plume que vous lâchez, le marteau va tomber plus vite que la plume. Oui, parce que dans le cas de la plume, l'air ralentit la plume. Et dans le cas de la plume, pour le coup, les forces se compensent. Donc la plume accélère un tout petit peu au début, mais très vite sa chute est rectiligne, à peu près, hein, s'il n'y a pas trop de vent qui la secoue, et uniforme, sa vitesse va être constante. Alors que le marteau à côté, lui, l'air n'a pas trop d'emprise sur lui, donc il va accélérer, il va tomber bien plus vite au sol. Et bien du coup, Galilée imagine, hein, le début de principe d'inertie qu'il imagine, que si on enlève l'air, dans les deux cas, les forces, la seule force qui sera exercée sur les deux, hein, c'est le poids. Et le mouvement, et ça vous le verrez plus tard, hein, du coup il en déduit, avec une formule que les scientifiques verront plus tard, que le mouvement des deux là ne va plus dépendre de leur masse, donc ils vont tomber à la même vitesse. Donc pour lui, dès qu'on enlève l'air, le marteau tomberait aussi vite que la plume. Il a fallu attendre les missions lunaires, hein, pour que vous avez une image ici, alors pas très belle, mais c'est le moment où l'astronaute réalise l'expérience, pour effectivement voir que le marteau tombe en même temps que la plume. Mais ça, c'est sur la Lune. Et il se trouve que récemment, des scientifiques ont pu réaliser l'expérience sur Terre. Je vous quitte donc là maintenant, hein, et je vous laisse avec une vidéo qui dure 2-3 minutes, hein, où vous allez pouvoir voir cette expérience réalisée sur Terre. Vous allez voir, c'est, pour un scientifique en tout cas, hein, magnifique. Je vous dis à bientôt, et bossez bien. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity,
we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant.